je ne sais pas, je n'ai pas vous embêter avec ça. Donc effectivement, on a voulu faire un petit point sur la sédation procédurale et l'urgence pédiatrique, en sachant qu'on va finalement rester dans ce qui est peut-être moins anesthésique que l'anesthésique. Je pense que c'est ça. Donc je n'ai pas compris l'intérêt pour cette intervention. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de sédation aux urgences pédiatriques ou en pédiatrie en général, mais en tout cas aux urgences? Parce qu'on peut être amené à réaliser des actes qui sont inconfortables, qui sont éventuellement également douloureux, qui peuvent être l'un ou l'autre ou les deux, qui sont potentiellement effrayants chez l'enfant. On a besoin de sédation, et ça vous le savez, c'est notre quotidien, pour réaliser certaines imageries. L'IRM pédiatrique a pris une place extrêmement importante chez l'enfant, donc on est de plus en plus amené à devoir ou à être sollicité par nos collègues pédiatres notamment pour faire de l'imagerie chez l'enfant. C'est pas toujours facile parce que l'enfant, il n'est pas toujours très coopérant, donc ce manque de collaboration de l'enfant aux soins ou à l'imagerie est embêtant, et il peut être pourvoyeur de complications, notamment par exemple pour les endoscopies. Si l'enfant bouge en cours d'endoscopie, il peut y avoir éventuellement des complications. Eh bien parce que ça peut aussi amener le confort de l'opérateur, et je reparle par exemple des endoscopies, nos gastropédiatres qui préfèrent faire une endoscopie chez un enfant endormi que chez un enfant réveillé qui ne veut pas, qui ne se laisse pas faire, c'est toujours plus agréable. Et puis parfois effectivement, la demande parentale est importante de ne pas faire des soins ou des soins considérés comme douloureux chez les enfants sans avoir une certaine prise en compte de cet inconfort ou de cette douleur. Et donc le but de la sédation, c'est de diminuer et de se mettre dans les bonnes conditions, donc diminuer l'anxiété, diminuer la peur de l'enfant, obtenir sa coopération autant que possible, faciliter évidemment la procédure en cours, éventuellement permettre l'immobilisation pour pouvoir faire un examen par exemple radiologique dans de bonnes conditions, réduire l'inconfort physique, la douleur, éventuellement induire un petit peu une amnésie, pourquoi pas, notamment quand on sait qu'il va y avoir des actes répétés. Par exemple des pansements de brûlure, des choses comme ça, ou le fait que peut-être il n'y ait pas une terreur prochaine, la prochaine fois qu'il va retrouver un bloc opératoire. Augmenter la satisfaction générale de l'enfant certainement, mais de ses parents s'ils sont concernés, de l'opérateur, de l'ensemble des équipes. C'est toujours plus agréable, encore une fois, d'avoir un enfant calme, coopérant, plutôt que de devoir être 4 à tenir un gamin pour faire une procédure. Et puis, ça peut améliorer la sécurité. Et donc finalement, on va agir sur plusieurs thèmes, donc l'anxiolyse, la sédation, l'amnésie, la réduction de la douleur et l'immobilisation. Donc il va falloir choisir effectivement des protocoles ou des façons de faire qui vont permettre, de façon plus ou moins associée, de gérer l'ensemble de ça. Alors le problème, c'est que sédation, c'est un mot qui veut dire ce que ça veut dire, sauf que, on vient de le dire, on a besoin effectivement d'avoir une sédation, on a besoin d'avoir un peu d'anxiolyse, on a besoin d'avoir éventuellement de l'analgésie. Quelle est la part entre toutes ces parties et finalement le stade ultime de la sédation, et que c'est quand même notre métier, c'est le cœur de notre métier, qui est l'anesthésie. Et en fait, quand on regarde un petit peu c'est bizarre, les lignes d'en bas. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, et bien finalement, les niveaux de sédation ils sont définis. Il y a la sédation légère, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est presque peu de la sédation et plutôt de l'anxiolyse, c'est le niveau 1. Et vous voyez qu'on est capable d'en juger les effets. Il y a une réponse normale à la stimulation verbale, on n'a en principe pas besoin de faire quoi que ce soit sur les voies aériennes, la ventilation spontanée est normale et il n'y a rien au niveau cardiovasculaire. Et puis ensuite, quand on augmente un petit peu le niveau de sédation, donc ce qu'on appelle la sédation modérée, ça s'appelait avant la sédation consciente, mais c'est pas un joli mot, donc maintenant vous verrez partout ces notions-là, moderate sedation. Donc il y a encore une stimulation, c'est-à-dire qu'on garde un contact. Normalement, les voies aériennes n'ont toujours pas besoin de support, la ventilation spontanée reste efficace, et puis en général, il ne se passe pas grand-chose au niveau cardiovasculaire, il n'y a pas de conséquences directes sur le système cardiovasculaire des drogues que vous allez utiliser. Et puis, quand on arrive au niveau de sédation profonde, eh bien, on peut encore avoir une réponse, mais plutôt adaptée à la stimulation douloureuse. Donc, c'est vous pincez, vous appuyez très fort derrière les mâchoires, et à ce moment-là, l'enfant réagit. Normalement, les voies aériennes restent perméables, mais il faut en général, dans ces stades de sédation profonde, avoir un support, donc souvent un masque à oxygène, une petite luxation de mâchoire éventuellement, parce que le risque d'obstruction des voies aériennes à ce moment-là est plus important, de par le relâchement du tonus musculaire laryngé. On reste en ventilation spontanée possible, mais
ça peut être un petit peu inadapté, on peut être très bradycnémique à ce moment-là. Et puis en général, encore une fois, la fonction cardiovasculaire est respectée. Et puis le niveau d'après, ça vous le connaissez tous, hein, c'est l'anesthésie générale. Et là, effectivement, il faut avoir un support important. Le problème, c'est que ce niveau de sédation consciente chez l'enfant, c'est pas facile du tout à obtenir. Et qu'en fait, eh bien, le passage finalement d'une sédation légère, d'une anxiolyse, à une sédation profonde, eh bien, il est relativement imprévisible, il n'est pas très facilement, enfin, dose dépendant, mais en tout cas, il faut être toujours prêt à se dire que l'enfant que vous avez sédaté, vous allez pouvoir passer d'un stade 1, 2 à un stade 3, et qu'il faut donc être prêt à pouvoir réagir. Alors en 2021, il y a eu une grande étude européenne dans les services d'urgence pédiatrique pour voir un petit peu ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'est-ce que font les gens en sédation dans les urgences pédiatriques. Donc vous voyez, 171 centres dans 19 pays. Alors ça a l'inconvénient qu'avait eu Apricot, c'est-à-dire qu'il y a des hétérogénéités extrêmement importantes entre les pays d'Europe. On ne fait pas du tout la même chose en France, en Grande-Bretagne, qu'en Turquie par exemple, où il y a des médicaments auxquels les gens n'ont pas accès. Mais vous voyez que la quasi-totalité des centres disposent de ces deux molécules, on va dire, princesses, on va dire, dans la sédation de l'enfant, que sont le midazolam et la kétamine, puisque dans plus de 90% des cas, au moins administrable par une voie, que ce soit intraveineuse ou intranasale ou péros, ces centres pouvaient administrer du midazolam et de la kétamine. 82% des sédations en Europe étaient réalisées par des pédiatres. Donc pas par des anesthésistes, pas par des urgentistes, pas par des intensivistes, comme on dit dans les autres pays, mais par des pédiatres. C'était plutôt rassurant parce qu'on voyait qu'il y avait 74% des centres qui avaient des protocoles de surveillance, et on va revoir que c'est quand même un élément absolument essentiel. Et puis, et ça j'ai voulu le noter parce qu'on parle de sédation, et c'était important ils avaient relevé qu'il y avait des protocoles d'analgésie immédiate par l'infirmière d'accueil, c'est-à-dire que les infirmières étaient capables d'administrer un antalgique tout de suite à l'arrivée de l'enfant sans prescription médicale. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, encore une fois, il y a sédation, mais il y a aussi analgésie. Et c'est vrai que la prise en charge de la douleur dès l'arrivée d'urgence est certainement un élément important dans le confort général du soin, de ce qui va se passer ensuite. Et cette analgésie, 99% du paracétamol et 91% du ibuprofène. Ce qui était un peu moins, alors vous voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas où vous êtes, mais ce qui était un peu moins finalement très bien, c'est que de façon assez surprenante, le protoxyde d'azote n'était disponible que dans 56% des centres. Alors je vous ai dit, je l'ai vu en Turquie, il n'y en a pas, je ne sais pas pour quelle raison, mais finalement, c'est un peu étonnant parce que c'est quand même un produit extrêmement important dans la sédation de l'enfant d'urgence. Seulement la moitié des centres avaient une checklist avant la sédation, un peu moins de la moitié utilisaient la capnographie, et qu'en fait les raisons données pour les difficultés potentielles en fait, à faire des sédations, c'était le manque de praticiens, d'infirmières et les problèmes de structure. Quand même remarquer que l'hypnose, c'est très rare, ça reste quelque chose d'assez anecdotique. Et moi ce qui m'embête quand même beaucoup dans ça, c'est que finalement, les équipes formées aux gestes de réanimation ou au moins aux gestes de prise en charge des voies aériennes supérieures en cas de problème n'étaient que dans 37% des centres. Et ça, c'est quand même probablement un élément à mesurer. Alors si on s'intéresse justement à savoir pourquoi il faut surveiller quand on fait de la sédation chez l'enfant, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes. Cette énorme méta-analyse, plus de presque 14 000 enfants, 14 000 procédures, donc vous voyez les actes réalisés, les actes réalisés sont extrêmement divers, mais c'est le quotidien, et Mélanie nous en parlera tout à l'heure, c'est le quotidien des urgences pédiatriques. Et en fait, dans cette étude, ils recueillaient les différents éléments qu'ils considéraient comme des événements indésirables, donc l'agitation, l'existence d'une apnée, l'hypoxie, la laryngospasme, la nécessité éventuellement d'assister sur plan ventilatoire, donc soit de réaliser un masque facial, mettre une pression positive sur ce masque, éventuellement intuber. Et puis des éléments cardiovasculaires, hypotension, radicardie, dès l'existence de myoclonie, et puis l'existence de vomissements et éventuellement d'inhalation au cours des sédations. Et quand vous regardez ce qui se passe, finalement, les trois éléments les plus fréquents, c'est l'agitation. Alors, c'est pas extrêmement fréquent, 18 sur 1000, c'est pas non plus absolument dramatique, mais ils ont remarqué, ceci dit, que c'était surtout avec le midazolam, que l'hypoxie survenait quand même dans 15 cas sur 1000, donc c'est pas complètement négligeable. Et par contre, l'événement indésirable le plus fréquent, c'est les vomissements. Et dans cette méta-analyse, c'est la kétamine qui est ressortie comme étant le facteur de risque le plus important de vomissement. Heureusement, vomissement, d'accord,
pas d'incident, pas d'inhalation, pas de problème, il n'y avait pas eu de décès non plus dans ces séries. Donc finalement, c'est plutôt encourageant. Mais ça pose quand même du coup le problème du jeûne. Est-ce qu'il faut être à jeun avant d'avoir une sédation chez l'enfant aux urgences pédiatriques? On se pose toujours la question. Et dans cette étude où finalement ils ont fait une espèce d'évaluation préopératoire, enfin pré-sédation, je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que c'est peut-être un peu petit, je ne savais pas si on était. En fait, ils ont classé comme étant pas de facteurs vraiment de risque important, des facteurs modérés. Donc vous voyez, l'enfant de moins de 12 mois est considéré comme étant modéré, des facteurs de risque modérés d'incidents respiratoires, d'inhalation, pardon, de vomissement avant, les endoscopies supérieures, et puis des facteurs plus importants, donc ça reste modéré, mais c'est des facteurs plus importants. Et vous voyez que quand on est en sédation programmée, finalement, on n'est pas ils ne sont pas très restrictifs en fait sur le jeûne, puisque vous voyez les lipides clairs non restreints, le lait maternel, alors on suppose que ça s'adresse au bébé, enfin j'espère, non restreint non plus, et puis le lait, etc., plutôt aux alentours de 2 heures. Donc vous voyez des durées de jeûne qui sont relativement faibles. Et puis surtout, si c'était urgent, finalement, le jeûne, on s'en moque un peu. La seule chose, c'est que si on a des facteurs de risque importants d'avoir des vomissements, il faut éventuellement se dire que si c'est très très important, c'est plutôt des anesthésistes qui doivent éventuellement s'en occuper, et ils conseillent à ce moment-là de ne faire que de la kétamine ne provoquant pas de modification des réflexes laryngés, donc protégeant quand même probablement de l'inhalation. Et donc c'est ce qu'ils reprennent ici, où finalement les facteurs de risque, en fait, qu'elles soient les procédures d'urgence chez les enfants, l'absence de gène chez l'enfant, et même l'infection respiratoire dans cette série, n'avait pas été remis en évidence comme étant des facteurs de risque. Plus exactement, n'ont pas été retrouvés comme étant des facteurs de risque. Donc finalement, le jeûne, aux urgences, on s'en moque un peu par rapport à une sédation. Et Mélanie vous donnera peut-être son expérience. Et pour finir sur ces facteurs de risque, je vais juste redire que dans cette étude multicentrique de quand même, plus de 6000 patients, où on recueillait aussi les événements indésirables graves, et bien finalement, les facteurs de risque de désaturation qui ont été retrouvés, c'est l'association médicamenteuse, et notamment l'association kétamine et amorphinique. Également le kétamine propofol. Il faut savoir que dans ces études européennes, on a souvent ça, le kétofol, évidemment qu'on n'a pas chez nous, mais qui est beaucoup utilisé notamment dans les anglo-saxons. Et l'existence ou l'administration de morphinique avant la sédation, donc attention. Les facteurs de risque de vomissement étaient le jeune âge, l'utilisation également d'associations entre la kétamine et le fentanyl, et l'extraction de corps étrangers, donc également méfiance. Donc il y a finalement des guidelines, des aides pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait de la sédation chez l'enfant. Et donc, ces guidelines américaines, qui datent de 2019, donc c'est pas extrêmement vieux, ils disent voilà, on peut faire de la sédation chez l'enfant, mais voilà ce qu'il faut avoir en tête et voilà ce qu'il faut pouvoir surveiller. Donc c'est cet acronyme SOPMI. Des sondes d'aspiration, de l'oxygène disponible, il faut avoir du matériel disponible d'assistance des voies aériennes supérieures, les drogues d'urgence, des antagonistes éventuellement, du monitorage adapté, et puis un chariot d'urgence, un défibrillateur si les choses ne se passent pas bien. Donc c'est le minimum requis pour pouvoir faire de la sédation. Alors en France, on a des RFE qui sont un petit peu anciennes, elles datent de 2010, enfin c'est même une réactualisation de RFE de 1999, qui sont des RFE adultes et enfants, donc je vais aller les lire. Et en fait en pédiatrie, concernant la sédation, il y a 5 questions qui ont été posées concernant la pharmacologie des médicaments, la sédation de l'enfant en ventilation spontanée, et c'est sur ça qu'on va s'intéresser, les modalités de surveillance, l'intubation trachéale, l'enfant étudié ventilé, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc juste pour vous dire cette question, donc c'est ça, la question était quelles sont les propriétés et les inconvénients des médicaments utilisés pour la sédation et ou l'analgésie chez l'enfant. Juste rappeler qu'il n'y a pas vraiment dans les séries de niveau de preuve très important concernant la pharmacologie. Gardez en tête que la clairance plasmatique chez l'enfant est plus élevée, que ce soit pour les benzodiazépines, les toniates, la kétamine, et que donc la demi-vie d'élimination est plus courte.
Le midazolam, qui est donc le produit le plus utilisé pour la sédation vigile chez l'enfant, a un délai d'action court, un petit effet amnésiant. Vous savez qu'on peut l'administrer par plein de voies possibles. Il peut être administré en péros, en IV, en sublingual, en intranasal. Vous voyez que je n'ai pas noté la voie intrarectale. C'est actuellement une voie, elle peut éventuellement rendre service dans un certain nombre d'endroits si vous avez vraiment peu de moyens, mais c'est une voie qui est peu fiable, sur laquelle, aux doses recommandées, aux alentours de 0,5 mg/kg, vous pouvez avoir des over-sédations qui sont vraiment importantes, donc ça n'est plus une voie recommandée. On a maintenant des dispositifs qui permettent de l'administrer en intranasal, et puis surtout on a maintenant des solutions qui permettent de donner en péros. Il y a un sirop maintenant qui s'appelle l'Osalin qui permet de le donner en péros. Le midazolam est plutôt sûr d'utilisation dans l'ensemble des études et reporté ici, s'il y a une dose unique, en évitant quand même de répéter. La kétamine également un délai d'action court, le méopa, le reste c'est plutôt concernant la sédation chez l'enfant intubé. Donc l'objectif théorique, c'est d'avoir donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une sédation consciente avec le maintien d'un contact verbal. Les recommandations des experts disent que ces sédations s'adressent aux enfants plutôt ASA 1 et 2. Les ASA 3 ou 4 sont potentiellement en contre-indication relative. Encore une fois, c'est une question de bénéfice-risque. Et donc ça, c'est effectivement à l'appréciation au cas par cas. Il y a quelques contre-indications importantes. Bon, évidemment, si vous êtes avec un enfant sous oxygène, insuffisant respiratoire dérégulé, il faudra être extrêmement vigilant. Les troubles de conscience antérieurs, et puis bon, les allergies connues, mais c'est très rare. Ce qui est quand même extrêmement important, c'est qu'il faut un environnement adapté, à la fois à la sédation et aussi, comme je vous l'ai dit, à la prise en charge des complications. Donc ces enfants doivent être évalués. Il y a effectivement un assessment, comme on dit en anglais, donc une évaluation à faire avant pour se prémunir quand même un petit peu des complications. Il faut informer les parents, il faut en principe avoir un consentement éclairé, et puis du personnel autour compétent, formé aux gestes d'urgence, le respect du jeune s'il y a besoin, mais finalement on a vu que CRFE, elle nous notait ça, mais dans les études plus récentes, on a un petit peu tendance à s'affranchir de ça. Il faut du matériel de surveillance adapté, il faut mesurer de façon continue les scores de sédation, je vous en ai cité 2 ici, je vous engage à aller les rechercher, ils sont peu adaptés, enfin pas tout à fait complètement adaptés à l'enfant, mais c'est important de surveiller en continu la sédation quand vous la faites. Il faut surveiller en post-sédation, un endroit qui est prévu pour, et puis il faut prévoir des critères de retour à domicile, c'est-à-dire des critères de récupération de cette sédation, et indiquer aux parents la façon dont il faudra surveiller l'enfant. Les RFE insistent sur l'évaluation de la douleur et les moyens d'évaluer la douleur, et insistent aussi sur le fait qu'il n'y a pas de contre-indication à l'analgésie, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement se poser des questions sur la sédation, mais pas sur l'analgésie. Donc la réponse est monothérapie en première intention. Il est clairement écrit que les benzodiazépines plus les morphiniques, attention, 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 ça donne effectivement, vous faites le lit des incidents, qu'il faut des protocoles écrits pour les sédations les plus courantes dans les services d'urgence, que le méopa est extrêmement bien adapté aux actes courts à condition que l'enfant soit coopérant. C'est pas facile de mettre un masque de force à un enfant qui ne veut pas, on le fait tout le temps, mais c'est quand même pas terrible. Ne pas hésiter à l'associer à l'anesthésie locale ou l'anesthésie loco-régionale, et que les topiques locaux sont bien sûr intéressants comme l'ENA, et que l'analgésie doit être absolument un élément important à prendre en charge, pour pas forcément pour une procédure qui va être douloureuse ne faire que de la sédation. Donc je vais passer la parole à Mélanie qui va vous parler pourquoi est-ce qu'on a besoin de sédation aux urgences. Quand finalement est-ce qu'on a besoin d'une sédation sans analgésie? Alors notre cheval 3 c'est l'imagerie. Finalement un scanner c'est plutôt court, donc généralement une anxiolyse suffit. Une bonne préparation avec la coopération des parents, leur faire voir les vidéos sur YouTube, que l'enfant comprenne dans quelle machine il va atterrir. Maintenant il y a plein de vidéos YouTube, l'association Sparadrap en a fait, qui expliquent comment ça marche sous forme de dessin animé. Ils adhèrent généralement assez vite. Par contre, l'IRM qui devient une imagerie de référence pour pas mal de maladies, c'est long, ça fait énormément de bruit. Et donc, une des solutions qui a été proposée pour éviter les sédations, c'était l'IRM-jeu que vous voyez ici à droite, où il va y avoir un temps avec les manips radio avant la vraie IRM, où ils vont rentrer dans l'IRM-jeu, pouvoir jouer avec, toucher les boutons, voir des dessins animés, etc. Et ensuite aller dans la vraie IRM. Ça évite certaines anesthésies générales. Les limites de ces moyens, c'est que c'est pas disponible forcément en garde, la nuit, les week-ends, et que donc il faut bien avoir d'autres solutions à ce moment-là.
jusque 6 mois. On fait beaucoup de cocooning chez nous, voilà, le G30, l'emmaillotage, une tétée juste avant de s'installer dans l'IRM, etc., etc. Entre 6 mois et 3 ans, c'est l'âge très difficile. Généralement, on est obligé d'avoir recours à une anesthésie générale, vu que c'est long et qu'on surveille difficilement l'enfant une fois qu'il est dans l'IRM. L'anesthésie générale est quand même la meilleure solution. Entre 3 ans et 6 ans, excusez-moi, il y a une erreur. Là, on peut essayer une sédation. On fait au cas par cas. Si on voit que l'enfant est calme d'emblée, qu'il a vu le dessin animé, que ça ne semble pas lui faire peur, que les parents sont rassurés, on peut essayer une sédation. Généralement, on fait du midazolam et qui peut marcher. Voilà, on explique bien aux radiologues, on a la chance chez nous qu'ils entendent qu'on a besoin d'essayer quand même comme ça avant d'aller jusqu'à l'anesthésie générale. Ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà. Quand est-ce qu'on a besoin d'une sédation et analgésie? Finalement, plusieurs gestes de la vie courante chez nous aux urgences pédiatriques. La ponction lombaire. Alors nous, la ponction lombaire, on fait beaucoup de méopare, de pose de patch Gemla 1 heure avant et énormément d'hypnose. On a la chance d'avoir une équipe paramédicale et médicale formée en majorité. Et on le voit bien, la distraction et l'hypnose marchent vachement bien chez les enfants. Vous allez dans des histoires de super-héros, de forêt, et que d'un seul coup ils tombent sur un caillou, vous piquez à ce moment-là, ils comprennent que c'est le caillou dans leur imaginaire, ils restent là-dessus, ils ne bougent pas. Et quand on leur demande une fois que c'est fini, qu'est-ce qui s'est passé, j'étais en trottinette en forêt et je suis tombée sur un caillou. C'est assez magique, c'est génial, et à part le méopore, mais pas d'autres médicaments. Encore une fois, ça dépend des enfants. La pose de voie veineuse périphérique chez nous, c'est EMLA et méopare, plus toujours l'hypnose, la distraction, qui marche quand même plutôt bien. Souvenez-vous, quand vous faites une pose de voie veineuse, les enfants ils regardent le plafond. Alors nous, on a installé plein d'images astronautes, espace, forme de dessin animé au plafond, et on les fait regarder, on leur demande de trouver certains personnages dedans, ils coopèrent, et à ce moment-là, l'infirmière dit que ça se passe plutôt bien. Les retraits de corps étrangers, alors on essaye de méopare la distraction, des fois on a besoin de plus, parce que si c'est coincé, si c'est conique, si on n'arrive pas à avoir d'accroche sur le corps étranger, on a besoin de plus de sédation et dans ces cas-là, on rajoute du midazolam. Sur l'association sédation et analgésie, ça va être pour les gestes chirurgicaux. Donc la suture, très fréquent chez nous, on fait le méopare. Si l'enfant est terrifié, on va lui laisser son masque, lui laisser faire des gommettes dessus. On a des feutres aromatisés où il colorie l'intérieur du masque à l'odeur qu'il a choisi pour accepter mieux le masque. Après, on fait de l'emmaillotage. Et puis, parfois, pareil, on fait une petite sédation. Nous, on utilise toujours midazolam. Les réductions de luxation, quand ce n'est pas des grosses luxations, on fait que du méopare, parfois une sédation légère. Bien sûr, l'analgésie, 1 heure, une demi-heure avant. Et aux urgences même, on a un protocole traumato qui permet aux infirmières, dès l'entrée, de faire l'administration paracétamol, ibuprofène, et juste sur appel ou interpellation du médecin dans les couloirs, administration de la dose de charge de morphine Péros. On est également passé, je pense que vous savez, la Kiskenan est sortie en format pédiatrique sublingual pour éviter d'avoir tout le temps le ramorte en sirop et de jeter les surdoses. Donc des petites dosettes très pratiques. La réduction de fractures, là c'est vraiment obligatoire. On a la chance au CHAFU d'avoir une accessibilité au bloc opératoire pour toutes les réductions de fractures. Je sais que ce n'est pas la possibilité dans tous les hôpitaux. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment quand même avoir des protocoles bien rédigés avec une sédation et une analgésie suffisante. C'est montré dans les études que c'est extrêmement douloureux et que ça laisse un souvenir douloureux sévère chez les patients ensuite. Et les pansements des enfants brûlés, alors aux urgences chez nous, on accueille tous les enfants de moins de 3 ans et généralement, même s'ils sont annoncés sévères à plus de 10%, l'évaluation se fait chez nous aux urgences avant d'aller en réanimation. Sauf s'ils ont une défaillance respiratoire ou cardiovasculaire d'emblée, là ils vont en réanimation. Donc on peut être amené à avoir des surfaces brûlées importantes comme le disait Dr Alphard, là on va avoir besoin d'une sédation plus importante, donc on va se mettre dans de bonnes conditions. On s'installe dans notre salle de déchocage, notre chariot de réa est ouvert, on a l'aspiration, on a le bavus qui est prêt et on demande à ce que les infirmières qui soient présentes avec nous soient les infirmières qui vont passer le ramp. Le ramp en pédiatrie, c'est une formation à présage chez nous à Lille, ça peut se faire aussi en Belgique,
qui forment aux gestes de prise en charge de l'enfant gravement malade et dont l'arrêt cardio-respiratoire. Après, la moitié de l'équipe paramédicale chez nous n'y est pas formée et donc on choisit un peu qui nous accompagne sur ce genre de procédure. Parce que pour pouvoir faire le pansement des enfants brûlés, il faut non seulement une analgésie assez forte, et on fait systématiquement paracétamol et morphine, et on fait généralement une sédation avec une association kétamine et hypnovel pour éviter les effets psychodysleptiques de la kétamine. Donc c'est vrai que c'est très efficace et ça permet aux chirurgiens de bien faire ces pansements, mais on connaît tous les effets indésirables que ça peut avoir. Pour l'invagination iléo-cécale, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, elles sont réduites chez nous par nos anesthésistes, nos chirurgiens, pardon. Et la difficulté, c'est que la réduction se fait en échographie pour pouvoir voir directement, enfin en radiologie, pour pouvoir voir directement si ça a été efficace ou pas. Et alors là, du coup, on est encore sur un protocole qu'on aimerait bien remettre à jour, d'hypnovel intrarectal ou d'hypnovel par voie veineuse, mais sans, avec juste le chirurgien et le radiologue sur place, puisque le pédiatre ne peut pas toujours se délocaliser des urgences. L'endoscopie, ça arrive chez nous. Donc, quand c'est ORL, on fait juste du méopa avant. Ensuite, il introduit son nasofibroscope et on essaie de faire un maximum de distraction. Ça se passe pas toujours merveilleusement bien. Et après, quand c'est des endoscopies digestives, ça se fait au bloc opératoire. Finalement, c'est super tout l'arsenal thérapeutique qu'on peut avoir, mais d'expérience, je pense que vous comme moi, vous savez que la prise en charge non médicamenteuse chez l'enfant, elle est vitale. Alors il y a des enfants qu'on n'arrive pas à aborder à partir du moment où ils ont mis le pied dans les urgences, mais il y en a plein qu'on peut inclure dans de la distraction, dans de l'hypnose. Il faut expliquer aux enfants et aux parents ce qui va se passer, leur montrer des vidéos, leur dire étape par étape. On a plutôt la tendance chez nous à inclure les parents dans les soins, sauf s'ils ne le souhaitent pas, et on trouve que ça marche. Et par contre, ils nous le disent, on avait fait une étude de satisfaction, que quand on veut les inclure dans la prise en charge de leurs enfants, il faut leur donner une mission. C'est-à-dire, vous, votre mission, c'est tenir la main et lui parler de son super-héros préféré. Il ne faut pas juste leur dire, nous, on va faire ça, venez avec nous. Là, ils ne savent pas, ils sont perdus, ils ne savent pas où se mettre, ils ne savent pas où s'asseoir, et pour eux, c'est un moment difficile. Par contre, s'ils se sentent inclus dans la prise en charge et qu'ils ont un rôle à faire, c'est bénéfice pour l'enfant, c'est bénéfice pour eux, et du coup, pour nous aussi. Le langage thérapeutique, ne t'inquiète pas, il s'inquiète, hein, alors que sois rassuré, il est rassuré. N'aie pas peur, il a peur, alors que je m'occupe bien de toi, il a retenu bien. Donc un maximum de langage thérapeutique avec les enfants, rassurés. Et puis l'hypnose conversationnelle, alors c'est un gros mot, hein, mais ça marche chez l'enfant, ce qui marche c'est la distraction et la saturation des sens. C'est-à-dire que, là je vous ai saturé, en plus vous avez faim, mais plus vous allez les saturer, que ce soit du son, des images, des mouvements, et leur parler de leurs choses préférées en saturant, plus ils vont être focalisés sur la personne qui fait ça et non pas sur le geste douloureux à faire. Vous voyez bien là, la petite image, elle parle bien, hein, on va arrêter la voie IV et faire un relais Péros, l'enfant il se dit qu'ils vont injecter dans l'os. Alors que si vous dites je vais te donner ton traitement par la bouche, ça va être un sirop, tout de suite ça passe mieux. Puis pour ceux qui ont des enfants, l'hypnose conversationnelle avec vos propres enfants, ça marche vachement bien. Je le fais avec une heure, donc je vous le conseille. Comment le faire dans de bonnes conditions et en sécurité? Des procédures écrites sous forme de protocole, bien redire quand on peut le faire, quand on ne peut pas le faire, où est-ce qu'on doit le faire, s'installer dans la bonne pièce, avec des personnes qui sont capables de gérer les effets indésirables. Si on n'est pas capable de gérer les effets indésirables, on appelle à l'aide. Et puis, chez nous, il y a eu un protocole qui a été rédigé en collaboration avec les anesthésistes, qui est encore en cours de changement, mais voilà, faire des procédures écrites en collaboration en équipe, c'est quand même mieux. En conclusion, il nous faut du coup un environnement adapté pour pouvoir faire ce genre de sédation. Toujours bien évaluer les enfants cliniquement avant de se lancer.
avoir une surveillance continue, au minimum un scope, avec une présence paramédicale ou médicale en continu. Toujours un personnel formé aux complications et aux gestes d'urgence. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais même pour les auxiliaires de puériculture, il y a des formations aux gestes d'urgence qui s'appellent EPICS, qui est proposée par l'ERC, European Resuscitation Council, qui sont très très bien et qui sont de la base pour qu'elles puissent gérer les voies aériennes. Donc, tout le monde peut être formé à son niveau à la gestion d'une désaturation d'un arrêt respiratoire. Plutôt utiliser des monothérapies quand on peut, en association un maximum avec la prise en charge non médicamenteuse, et puis si ça ne suffit pas, on incrémente. Et puis bien sûr, avant qu'ils sortent, vérifier qu'ils remplissent tous les critères de sortie, qu'on soit à distance du pic plasmatique pour ne pas avoir des effets indésirables à la maison. Et un avis aussi à ça, nous on dit toujours bien dire et écrire les consignes de reconsultation pour les parents, qui sachent à quel moment ils doivent s'inquiéter et quand revenir. Voilà. Ah oui, pour la distraction, pour l'hypnose, si vous êtes demandeur, il y a Dr Morel qui propose une formation d'hypnose pour la douleur aiguë, l'anxiété dans les soins. C'est sous 4 jours. Alors hypnose, c'est pas du tout l'hypnose qu'on connaît de la télévision, c'est vraiment le langage thérapeutique et hypnose conversationnelle. Ça permet de passer à ça, qu'on a tous connu, à ça. C'est tellement plus agréable de les voir comme ça. Je vous remercie de votre attention.